Pendant que je prenais ma douche, ma femme n'arrêtait pas de fouiner dans mon portefeuille. En tant qu'expert en cybersécurité, j'ai placé une carte APA avec 50 000 $. Le lendemain, j'ai vu 49 700 $ de dépenses en sacs de créateurs et billets pour Londres. Une semaine plus tard, elle est revenue en se vantant « J'ai adoré le séjour au spa. J'ai ri parce que la carte qu'elle a utilisée. Tu fouilles encore dans mes cartes de crédit, n'est-ce pas ?» Mélissa s'est figée, mon portefeuille entre les mains. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, ni de la gêne, ni de la culpabilité. Du calcul. Je m'appelle Blake. J'ai 36 ans et j'attrape les gens qui volent de l'argent par voie électronique. Mélissa répétait ce manège depuis près d'un mois maintenant. Fouiller dans mon portefeuille pendant ma douche, vérifier mes relevés bancaires quand elle pensait que je ne regardais pas. Après 11 ans passés dans la cybersécurité chez Phoenix Security Solutions, je reconnais un comportement suspect quand j'en vois un. Elle a levé les yeux avec ce sourire qu'elle utilisait toujours quand elle se faisait prendre. Je cherchais juste le reçu de la quincaillerie. Tu sais comment je suis avec les dépenses. Je savais exactement comment elle était avec les dépenses. Nous vivions à Austin dans un appartement que nous pouvions à peine nous permettre, car Mélissa devait suivre le rythme de vie de son amie Sarah. La même Sarah qui postait des photos de vacances en Europe pendant que nous économisions pour des voyages en camping. Si vous aimez les histoires de trahison et la façon dont la vérité finit toujours par éclater, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Chaque jour apporte de nouvelles histoires, chacune plus choquante que la précédente. Les reçus de la quincaillerie sont dans le tiroir du bureau, ai-je dit. Au même endroit où ils ont toujours été. Elle a reposé mon portefeuille, mais l'angle était incorrect. Un petit détail, mais en cybersécurité, les petits détails comptent. J'enquêtais sur la fraude financière depuis des années. Vol d'entreprise, usurpation d'identité, escroquerie d'employés. Les schémas étaient toujours les mêmes. Quelqu'un obtient un accès qu'il ne devrait pas avoir. Il commence petit, teste le terrain, puis devient plus audacieux. Mélissa est montée à l'étage. J'appelle ma sœur pour Thanksgiving. Je l'ai regardée partir, puis j'ai vérifié mon portefeuille. Tout semblait normal, mais normal ne signifie pas sûr. Elle avait manipulé mes cartes, les avait étudiées, mémorisant les numéros et les codes de sécurité. La fraude financière commence toujours par une opportunité. Quelqu'un laisse ses informations exposées, ou fait confiance à la mauvaise personne. J'avais vu des mariages détruits par cela plus de fois que je ne pouvais les compter. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le logiciel de surveillance de la fraude que j'utilisais pour les démonstrations clients. Si quelqu'un prévoyait d'accéder à mes comptes sans autorisation, il allait apprendre une dure leçon. Ce soir-là, j'ai mis en place quelque chose de spécial. Une carte APA connectée à un compte contenant exactement 60 000 $. Les mêmes systèmes de surveillance que j'utilisais pour attraper les voleurs en entreprise suivraient chaque transaction. Coordonnées GPS, informations sur le commerçant, horodatage, tout le nécessaire pour monter un dossier solide. J'ai placé la carte exactement là où se trouvait habituellement ma carte de débit. 4 jours plus tard, elle avait disparu. J'ai rencontré Mélissa il y a 6 ans lors d'une conférence tech en ville. Elle terminait son diplôme de commerce et travaillait à temps partiel dans une boutique de montres de luxe. Intelligente, ambitieuse et fascinée par la sécurité financière. Mon travail la captivait. Tu es comme un détective, m'avait-elle dit lors de notre deuxième rendez-vous, mais pour les crimes financiers. À l'époque, sa curiosité semblait sincère. Elle posait des questions détaillées sur les systèmes de paiement, la détection de fraude, la surveillance des transactions. Je lui ai expliqué comment tout fonctionnait, lui ai montré des études de cas, et même fait des démonstrations de logiciels de suivi. Avec le recul, je formais mon futur adversaire. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard. Petite cérémonie, budget raisonnable. Mélissa aurait voulu quelque chose de plus grand, mais mon salaire chez Phoenix Security ne pouvait pas supporter le genre de mariage que Sarah avait organisé. Sarah avait épousé un entrepreneur en crypto, vivait dans une maison avec vue sur le lac, et conduisait une voiture qui valait plus que mon salaire annuel. Les comparaisons ont commencé subtilement. Des commentaires sur les vacances de Sarah, ses sacs de créateurs, les restaurants qu'elle fréquentait. Mélissa ne se plaignait jamais directement, mais le message était clair. Nous n'étions pas à la hauteur. J'ai pris du travail en freelance pour augmenter nos revenus. Des nuits tardives à aider des startups avec leur système de sécurité.
L'argent supplémentaire aidait, mais ne pouvait combler le fossé entre notre vie et celle de Sarah. Mélissa a commencé à travailler plus d'heures à la boutique de montres, mais étrangement, ses fiches de paie diminuaient. Quand j'ai demandé, elle a dit que le gérant avait réduit les commissions. Ça semblait logique. Le commerce de luxe était en difficulté. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des semaines. Des questions sur mon emploi du temps de voyage, mes réunions de travail. Des demandes informelles sur la sécurité bancaire, à quelle vitesse les transactions suspectes sont signalées, quel montant de dépenses déclenche des alertes. Elle présentait cela comme de l'intérêt pour mon expertise. Mais j'ai reconnu une reconnaissance. Il y a un mois, elle avait commencé à fouiller dans mon portefeuille. Toujours quand j'étais distrait, toujours avec des excuses raisonnables. Cherchant des reçus qui étaient toujours ailleurs. Cherchant des cartes de visite que je n'avais jamais. J'aurais dû la confronter à ce moment-là. Mais une partie de moi avait besoin de savoir jusqu'où elle irait. Dans mon métier, les suppositions vous font virer. Les preuves obtiennent des condamnations. Le matin où la carte APA a disparu, Mélissa a fait des pancakes. Routine normale, conversation normale. Elle a mentionné qu'elle allait peut-être déjeuner avec Sarah. Rien de cher, a-t-elle dit en m'embrassant pour me dire au revoir. Tu sais à quel point je suis prudente. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture, puis j'ai vérifié le système de surveillance. La carte était active. La première alerte est arrivée à 10h47. Une seule transaction, $800, boutique de luxe en ville. J'étais en réunion avec un client quand mon téléphone a vibré. Protocole standard, tout achat de plus de 5 cents déclenche des alertes. Je suis sorti et j'ai vérifié les détails. Elle avait utilisé la carte dans un magasin qu'elle avait mentionné vouloir visiter avec Sarah. Accessoires de créateur, sac à main de luxe, le genre d'endroit qui nécessite un rendez-vous. 30 minutes plus tard, une autre alerte. $3000. Même magasin. Puis une autre. À midi, elle avait dépensé $12 000 en articles de luxe, sac à main, chaussures, bijoux. Chaque achat était suivi avec des coordonnées GPS et des données d'horodatage. J'étais assis dans ma voiture, regardant les alertes s'accumuler. Ce n'était pas un achat impulsif. C'était une dépense systématique, planifiée. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. À 13h30, tout a changé. Réservation de voyage, centre-ville d'Austin. $6000 pour des billets d'avion. La transaction incluait les données des passagers et la destination. Londres, Angleterre. Classe affaires. Départ le lendemain matin. Je suis rentré à la maison et j'ai vérifié nos comptes joints. Elle n'y avait pas touché. Malin. Prendre de l'argent partagé aurait été plus difficile à expliquer. Mais la carte APA était liée à un compte dont elle ignorait l'existence. Ce soir-là, Mélissa a préparé le dîner comme si de rien n'était. A discuté de sa journée, mentionné son shopping avec Sarah, s'est plainte de la circulation. Une performance parfaite. Si je n'avais pas surveillé en temps réel, je n'aurais jamais rien soupçonné. Après le dîner, elle a fait une valise. Sarah m'a invité à une retraite bien-être, a-t-elle dit. Un truc de dernière minute. C'est elle qui invite. C'est généreux. Nous partons tôt demain. Je serai probablement parti tout le week-end. Je l'ai aidé à porter sa valise jusqu'à la voiture, je l'ai embrassée, et je l'ai regardée partir pour ce qu'elle prétendait être une retraite locale. 25 minutes plus tard, une autre alerte. Parking de l'aéroport, longue durée. Puis le silence. À 4h du matin, heure centrale, mon téléphone a explosé de notifications. Transaction après transaction, toutes depuis Londres. Hôtel, restaurant, quartier commerçant. La carte APA finançait des vacances en Europe pendant que j'étais assis dans notre appartement d'Austin, observant chaque dollar volé en temps réel. Elle pensait qu'elle me volait. Au lieu de cela, elle documentait ses propres crimes avec une précision numérique. J'ai fait du café et je me suis installé pour observer. 11 ans d'enquête sur la fraude m'avaient appris la patience. Des preuves recueillies avec soin sont des preuves qui tiennent devant un tribunal. À la fin de la semaine, elle avait dépensé près de $50 000 de ce qu'elle croyait être mon argent. Les alertes internationales ont commencé le deuxième jour de la retraite de Mélissa. Le système de surveillance de la fraude était conçu pour attraper des crimes sophistiqués, et il fonctionnait parfaitement.
Chaque transaction déclenchait des notifications vers plusieurs bases de données au mon système de surveillance, le réseau de Phoenix Security, et les protocoles de suivi internationaux. Le mercredi, Melissa avait activé des mesures de sécurité dépassant son imagination. La carte APA n'était pas seulement surveillée par moi. Elle était signalée par des systèmes traquant les dépenses internationales suspectes et le blanchiment d'argent potentiel. Sa virée shopping à Londres a déclenché des examens automatiques par 3 unités différentes de lutte contre la criminalité financière. Le volume et le schéma au dévol en première classe payés avec une carte dormante depuis des mois, des achats de luxe totalisant des dizaines de milliers de dollars en quelques jours suggéraient soit une richesse légitime, soit une activité criminelle. Le genre de dépenses qui déclenche des signaux d'alarme dans les réseaux bancaires internationaux. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de l'agent Lisa Chen du Financial Crime Enforcement Network. La même agence que je consultais sur des affaires d'entreprise. Blake, nous avons détecté une activité inhabituelle sur l'un de vos comptes surveillés, a-t-elle dit. Transactions internationales, volume élevé. Le schéma suggère une utilisation potentiellement non autorisée. J'en suis conscient, lui ai-je répondu. Cela fait partie d'une enquête personnelle. Une enquête personnelle ? Quelqu'un de mon entourage a accédé à des informations financières sans autorisation. J'ai mis en place un système de surveillance pour documenter l'étendue de la fraude. Il y a eu une longue pause. Blake, êtes-vous en train de me dire que vous menez une opération d'infiltration sur quelqu'un de votre propre foyer? Je documente un accès non autorisé à des comptes financiers. Le sujet croit qu'il accède à des fonds sans être détecté. Il a tort. L'agent Chen est resté silencieux un instant. De combien d'argent parlons-nous? Environ 47 000 $ jusqu'à présent. Tout est suivi, tout est documenté, et tout est lié à des comptes auxquels le sujet n'a jamais été autorisé à accéder. Blake, comprenez-vous dans quoi vous vous êtes retrouvé? Ce n'est plus seulement une fraude personnelle. Les transactions internationales de plus de 50 000 $ déclenchent des enquêtes automatiques pour blanchiment d'argent. Les douanes britanniques ont été alertées. L'immigration a signalé son passeport pour un contrôle renforcé à son retour. Je me suis assis à mon bureau et j'ai sorti les journaux de transactions. L'aventure européenne de Melissa était passée d'un simple vol à une enquête internationale sur la criminalité financière. Son utilisation non autorisée de la carte APA avait créé une piste numérique qui s'étendait sur plusieurs pays et impliquait de nombreuses agences de maintien de l'ordre. Que se passera-t-il quand elle essaiera de rentrer? Ai-je demandé. Contrôle douanier renforcé. Question financière détaillée. Si elle ne peut pas prouver l'origine légitime des fonds pour ses achats, les choses se compliqueront rapidement. Mais ce que l'agent Chen m'a dit ensuite a changé tout ce que je pensais comprendre de la trahison de Melissa. Blake, nous suivons les transactions de votre femme sur plusieurs réseaux, a-t-elle dit. Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise des informations financières volées pour des voyages internationaux. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire? Nous avons trouvé des enregistrements de schémas de dépenses similaires remontant à 14 mois. Des cartes différentes, des comptes différents, mais le même comportement caractéristique. Voyage de luxe, shopping haut de gamme, hébergement en première classe. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de cuisine. C'est impossible. Elle n'a jamais voyagé à l'étranger sans moi. D'après nos dossiers, elle a fait 3 voyages précédents en Europe en utilisant des informations financières qui n'étaient pas enregistrées à son nom. Paris, Barcelone et Amsterdam. Toujours des vols en première classe, toujours des hébergements de luxe, toujours financés par des comptes auxquels elle n'aurait pas dû avoir accès. J'avais l'impression que la pièce tournait. Les comptes de qui? Nous enquêtons toujours, mais les preuves préliminaires suggèrent qu'elle a accédé à des informations financières de plusieurs sources. Des cartes de crédit appartenant à son employeur, à d'anciens colocataires, même à des membres de sa famille. Ce soir-là, Melissa a appelé de Londres. Le bruit de fond suggérait un restaurant cher. Blake, chérie, je passe un moment incroyable, a-t-elle dit. Sarah connaît tous les endroits parfaits ici. On a fait du shopping, dîné dans des restaurants incroyables. J'ai marqué une pause. Elle venait d'admettre être à Londres alors qu'elle était censée être à une retraite locale. Londres, ai-je demandé prudemment. Silence. Puis un rire forcé. Ai-je dit Londres? Je voulais dire, la retraite à ce thème européen. Musique classique, personnelle avec des accents. C'est comme être à Londres sans quitter le Texas. Ça a l'air sophistiqué.
Tu sais comment sont ces endroits haut de gamme. Tout est à thème maintenant. Oh, j'ai trouvé cette boutique incroyable dans la boutique de cadeaux. Je t'ai pris quelque chose de spécial. Après qu'elle a raccroché, j'ai vérifié les journaux. 3 autres achats ce soir-là. 2000 $ dans un restaurant, 1500 $ dans une cave à vin, 4000 $ dans ce qui semblait être une bijouterie sur Bond Street. Vendredi matin, l'agent Chen a rappelé. Blake, nous devons parler en personne. La portée internationale de cette affaire a dépassé la simple fraude personnelle. Pouvez-vous venir cet après-midi? Je me suis rendu au bâtiment fédéral du centre-ville d'Austin et j'ai rencontré l'agent Chen dans une salle de conférence remplie de documents, d'imprimés de transactions et d'écrans d'ordinateur affichant des données de suivi financier. Le schéma de dépenses de votre femme a déclenché des enquêtes dans 3 pays, a-t-elle dit. Le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Le volume des transactions, l'accent mis sur le luxe, les voyages internationaux soudain, tout cela suggère un potentiel blanchiment d'argent ou une criminalité financière organisée. Ce n'est pas du crime organisé. C'est une trahison personnelle. Je comprends cela. Mais les preuves ne se soucient pas de la motivation. Ce qui compte, c'est le schéma de comportement et la piste qu'elle a créée. Blake, est-ce que tout va bien? A-t-elle demandé. J'ai dû poser des questions sur les voyages de Melissa. Les retraites, les virées shopping. À combien d'entre eux avez-vous réellement participé ensemble? Longue pause. Blake, je n'ai pas fait de voyage avec Melissa depuis plus d'1 an. Nous avons pris un café le mois dernier, c'est tout. Pourquoi? Les pièces du puzzle se sont assemblées. Melissa avait utilisé Sarah comme couverture. Chaque retraite avec Sarah avait été une virée criminelle en solo financée par de l'argent volé. L'agent Chen a rappelé cet après-midi-là avec plus de détails. Nous avons identifié au moins 6 comptes différents auxquels elle a accédé sans autorisation, a-t-elle dit. La carte de crédit d'entreprise de son employeur, les comptes personnels de sa sœur, des cartes de crédit appartenant à d'anciens collègues. Le schéma suggère qu'elle a systématiquement recueilli des informations financières et les a utilisées pour financer un style de vie luxueux. Comment a-t-elle eu accès à tous ces comptes? Nous enquêtons toujours, mais il semble qu'elle ait photographié des cartes, mémorisé des numéros, et même utilisé sa position à la boutique de montres pour accéder aux informations de paiement des clients. La boutique de montres. Une position parfaite pour recueillir des informations financières de clients fortunés. Ce soir-là, j'ai fouillé les affaires de Melissa. Caché dans sa boîte à bijoux, j'ai trouvé un carnet rempli de numéros de cartes de crédit, de dates d'expiration, de codes de sécurité. Des noms que je ne reconnaissais pas. Des informations de compte pour des cartes qui n'étaient pas les siennes. En bas, une liste de villes européennes avec des dates et des montants, un registre criminel documentant des années de vol. Mon téléphone a sonné. Melissa, appelant de Londres. Blake, je rentre demain soir. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te voir aussi, ai-je dit. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que des agents fédéraux l'attendraient. Dimanche matin, l'agent Chen a appelé avec les derniers détails de coordination. Le vol de Melissa devait atterrir à Austin-Bergstrom à 19h30. Les douanes et la protection des frontières avaient été informés de l'enquête. Les agents de l'immigration étaient préparés pour des procédures de contrôle renforcées. Quand elle atterrira, elle passera d'abord par le contrôle normal des passeports, a expliqué l'agent Chen. Ensuite, elle sera dirigée vers l'inspection secondaire pour un contrôle douanier de routine. C'est à ce moment-là que nous commencerons à l'interroger sur l'origine des fonds pour ses achats. Que se passe-t-il si elle essaie de prétendre que j'ai autorisé les dépenses? Nous vérifierons cette histoire directement avec vous. Mais Blake, les preuves que nous avons recueillies suggèrent que cela va bien au-delà de l'utilisation non autorisée de vos comptes. Elle dirige une opération de fraude financière sophistiquée depuis plus d'1 an. J'ai passé la journée à préparer le retour de Melissa. J'ai nettoyé la maison, organisé les preuves que j'avais recueillies, et examiné les journaux de transactions une dernière fois. Le soir, la carte APA affichait des dépenses totales de 49 700 $. Chaque achat documenté, chaque transaction suivie, chaque dollar créant une nouvelle pièce à conviction pour les procureurs fédéraux. À 19h15, j'ai reçu un texto de Melissa. Je viens d'atterrir. Hâte de tout te montrer. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. L'agent Chen. Elle est en inspection secondaire maintenant.
Les douanes ont trouvé pour plus de 35 000 $ de produits de luxe dans ses bagages sacs à main de créateurs, bijoux, vêtements chers. Interrogée sur l'origine des fonds, elle a affirmé que son mari lui avait donné la permission d'utiliser sa carte de crédit pour le voyage. Et vous leur avez dit? Nous vérifions son histoire maintenant. Êtes-vous prêt à faire une déclaration concernant l'autorisation de ces achats? J'ai regardé les journaux de transactions sur l'écran de mon ordinateur. 49 700 $ de frais non autorisés. Des années d'informations financières volées. Un carnet rempli de numéros de cartes de crédit appartenant à d'autres personnes. Je n'ai jamais autorisé aucune dépense. Elle a accédé à des informations financières sans permission et les a utilisées pour financer des voyages internationaux et des achats de luxe. C'est ce que nous attendions. Blake, vous devez savoir qu'elle transporte également un deuxième jeu de cartes de crédit des noms et des numéros de compte qui ne correspondent à aucune carte enregistrée à votre domicile. Les informations de cartes volées de son carnet. Même sur son vol de retour, Melissa avait transporté des preuves de ses crimes. À 20h45, l'agent Chen a rappelé. Elle a été arrêtée pour fraude à la carte de crédit, usurpation d'identité et blanchiment d'argent international. Les preuves de votre système de surveillance, combinées aux cartes volées qu'elle portait, nous donnent un dossier fédéral solide. Que se passe-t-il maintenant? Détention fédérale, en attente de sa comparution initiale. Compte tenu de la portée internationale et des méthodes sophistiquées, elle risque une peine de prison importante. À 21h30, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Blake, c'est Melissa. J'ai droit à un appel. Il y a eu un terrible malentendu. Peux-tu venir à l'aéroport et régler ça? Quel genre de malentendu? Ils pensent que j'ai volé de l'argent pour le voyage. Je leur ai dit que tu m'avais donné la permission d'utiliser ta carte. Dis-leur simplement que c'était autorisé et nous pourrons rentrer à la maison. J'ai regardé les journaux de transactions sur l'écran de mon ordinateur. 49 700 $ de frais non autorisés. Des années d'informations financières volées. Un carnet rempli de numéros de cartes de crédit appartenant à d'autres personnes. Melissa, je ne t'ai jamais donné la permission d'utiliser aucun de mes comptes. Silence au bout du fil. Blake, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. J'en suis sûr. Garde tes explications pour ton avocat. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La maison semblait silencieuse pour la première fois depuis des années. La comparution initiale était prévue pour mardi matin au palais de justice fédéral du centre-ville d'Austin. J'étais assis dans la galerie lorsque Melissa a été amenée, vêtue d'une combinaison orange, les mains menottées dans le dos. La femme qui avait dépensé 50 000 $ en articles de luxe à Londres paraissait plus petite maintenant, diminuée par la réalité des accusations criminelles fédérales. L'adjointe du procureur des États-Unis, Sarah Rodriguez, a lu les chefs d'accusation à haute voix. Fraude à la carte de crédit, usurpation d'identité, blanchiment d'argent international, complot en vue de commettre des crimes financiers. Chaque accusation entraînait des peines de prison potentielles mesurées en années, pas en mois. Votre honneur, a déclaré l'avocate Rodriguez, l'accusé s'est livré à une entreprise criminelle sophistiquée s'étendant sur plus de 14 mois. Elle a systématiquement accédé à des informations financières appartenant à plusieurs victimes, a utilisé ces informations pour financer des voyages internationaux de luxe et a tenté de dissimuler ses crimes par une tromperie élaborée. L'avocat commis d'office de Melissa a demandé une libération sous caution, arguant qu'elle était une délinquante primaire ayant des liens avec la communauté. L'avocate Rodriguez a répondu en présentant des preuves de la portée internationale de ses crimes, des méthodes sophistiquées qu'elle a utilisées et des pertes financières substantielles pour plusieurs victimes. L'accusé présente un risque de fuite important, a-t-elle argumenté. Elle a démontré un schéma de voyages internationaux financés par de l'argent volé. Elle a montré une expertise dans l'accès et l'exploitation des systèmes financiers, et les preuves suggèrent qu'elle prévoyait des crimes supplémentaires au moment de son arrestation. Le juge Robert Martinez a examiné les preuves, y compris le carnet d'informations de cartes de crédit volées trouvé en possession de Melissa et les journaux de transactions détaillés de mon système de surveillance. La Cour estime que l'accusé présente à la fois un risque de fuite et un danger pour la communauté, a statué le juge Martinez. La nature systématique de ces crimes, la portée internationale et les méthodes sophistiquées employées suggèrent une forte probabilité d'activité criminelle continue si elle est libérée. La libération sous caution est refusée. Melissa m'a regardé alors qu'on l'emmenait. Je n'ai pas fait de signe de la main. À l'extérieur du palais de justice,
l'agent Chen m'a remis un dossier contenant des informations sur le recouvrement financier. Les 50 000 de votre compte APA seront restitués dans les 30 jours, a-t-elle dit. Quant aux autres victimes, nous travaillons avec les forces de l'ordre international pour tracer et récupérer les fonds volés. Je suis rentré dans une maison vide et j'ai commencé à passer des appels pour changer chaque mot de passe, chaque numéro de compte, chaque information financière que Melissa avait jamais vue. 4 mois plus tard, Melissa a plaidé coupable aux accusations fédérales de crimes financiers. Les preuves étaient accablantes, les journaux de transactions de mon système de surveillance, le carnet de cartes de crédit volées, les témoignages d'autres victimes qui avaient sans le savoir financé ces aventures européennes. Elle a été condamnée à 96 mois dans une prison fédérale, suivie de 36 mois de libération surveillée. Le dédommagement a été fixé à plus de 350 000 $, représentant le montant total volé à toutes les victimes sur 14 mois d'activité criminelle. La bijouterie où elle travaillait a également fait l'objet d'une enquête. Le propriétaire, Michael Santos, a découvert que Melissa avait systématiquement photographié les cartes de crédit des clients lors des transactions, utilisant sa position pour recueillir des informations financières de clients fortunés. 4 autres victimes se sont manifestées, toutes clientes ayant fait des achats dans le magasin et découvert plus tard des frais non autorisés sur leur compte. Sarah m'a appelé après l'audience de détermination de la peine. Blake, je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. Toutes ces fois où elle disait que nous voyagions ensemble, où elle nous mentait à tous les deux. Je sais. Tu n'étais pas la seule qu'elle a trompée. A-t-il quelque chose que je puisse faire? Souviens-toi juste que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent être. J'ai déménagé de la maison d'Austin 8 mois plus tard. Trop de souvenirs, trop de rappels de la vie que j'avais construite avec quelqu'un qui mentait depuis le début. J'ai accepté un nouveau poste dans une entreprise de cybersécurité à Austin, spécialisée dans la prévention de la fraude financière. L'ironie ne m'a pas échappé. Les compétences qui faisaient de moi un bon chasseur de voleurs en entreprise étaient essentielles pour documenter les crimes de ma femme. La carte APA destinée à piéger une épouse suspecte a révélé une opération criminelle internationale. Parfois, la personne la plus proche de vous est celle que vous connaissez le moins. 6 ans ensemble et j'avais vécu avec une étrangère qui me voyait simplement comme une autre source d'argent. Mais sa cupidité est devenue sa chute. Elle est devenue si à l'aise avec le crime qu'elle a commis une erreur fatale où elle a essayé de voler quelqu'un qui attrape les voleurs pour gagner sa vie. L'expert en cybersécurité est devenu la victime, mais plus important encore, il est devenu celui qui a traduit la criminelle en justice. Si vous avez aimé cette histoire de trahison et comment l'expertise peut révéler la vérité, veuillez aimer cette vidéo et me faire part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.